Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 15 de la radio indépendante à transmission magique. Cet épisode ne comprendra aucune révélation sur Harry Potter et les reliques de la mort. Que vous l'ayez lu ou pas, vous pouvez écouter cet épisode en entier. Alors avec nous, nous avons nos 5 chroniqueurs habituels, à savoir Alice, Purple Marie, Bonjour. Elena, Didi Gueule et moi-même Pruno. Bonjour. 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 Une première annonce, c'est que la Gazette vient de lancer ce qu'on appelle la rubrique Post-dépression tome 7, puisque le tome 7 Harry Potter et les reliques de la mort sortira dans un mois. Il y aura ensuite un trou, plus de Harry Potter à lire, il va falloir autre chose à lire à la place, et du coup nous commençons à proposer une sélection. On va essayer de proposer un nouveau livre par semaine, donc ce sont des livres qui sont liés d'une façon ou d'une autre au monde de Harry Potter. Parfois le lien peut être très ténu, parfois ça sera très proche, en tout cas ce sont des choses dont on pense qu'au moins certains vous plairont. Ce qui fait que d'une part, n'hésitez pas à consulter cette section pour trouver d'autres choses à lire, soit en attendant le tome 7, soit après l'avoir lu, histoire de réussir à passer un peu à autre chose. C'est pas facile, mais c'est possible. Et puis d'autre part, si vous-même il y a des livres que vous avez lus et qui ont un lien avec Harry Potter, dont vous pensez qu'ils plairaient à d'autres fans d'Harry Potter, n'hésitez pas à nous envoyer un bref résumé ou une critique de 3 ou 4 paragraphes que nous publierons avec plaisir. Ou simplement nous indiquer le titre pour nous conseiller ce livre et si on a le temps et le courage, on rédigera nous-mêmes la fiche de lecture. Mais vous pouvez la faire aussi, c'est sympa, ça change. Oui, c'est bien, on aime bien quand les gens nous envoient des choses déjà faites, c'est bien, Voilà. ça fait plaisir. Donc, n'hésitez Et au pas pire, à oui, nous on lira le écrire. livre. Hein. N'hésitez pas à nous écrire, parce que nous aussi, ça peut nous donner des idées de lecture, donc n'hésitez pas à nous écrire. Alors écrivez-nous à ritm@gazette-du-sorcier.com. Notre assistante Purple Marie se fera une joie de vous répondre. Une deuxième annonce aussi, je pense qu'on Cool. peut annoncer, donc comme il se doit, c'est à savoir que dans le prochain podcast se tiendra une partie de l'interview réalisée de Gordon Zola, auteur de 7ème tome d'Harry Potter n'aura pas lieu. Alors, si par bonheur ce podcast sort avant le 6 octobre, Mais oui. Oui, des quand chances. même. il y a des chances. Dans ce cas-là, donc vous pouvez... c'est la semaine prochaine quand même, un peu. Bref, Donc, bref, rendez-vous à Nice. Voilà. rendez-vous à Nice donc pour assister à l'interview et participer à l'entretien donc de l'auteur à Nice. Et c'est là que ce serait pas mal d'avoir les références. Et donc c'est le centre... Alors donc, déjà, Gordon Zola, c'est l'auteur d'un livre qui est lui inspiré pour de bon de Harry Potter. C'est un livre un peu de science-fiction dans lequel en fait C'est des sorciers le qui tome volent 7, le tome 7, je crois. le vrai, se fait voler par des sorciers. Donc c'est publié par les éditions Léopard Masqué. C'est une sorte de policier. C'est donc le vendredi 5 octobre à 17h15 à la Fnac de Nice. Donc dans le forum littérature, c'est au 3e étage. L'auteur s'appelle Gordon Zola et il y aura donc un enregistrement puis une sortie avec d'autres membres de la Gazette du Sorcier à cette Fnac pour rencontrer l'auteur, lui poser des questions et ensuite parler Harry Potter de façon générale. En fait, je me permets d'apporter une précision, c'est que la rencontre se fait à la Fnac, mais l'entretien se fait dans le centre commercial Nice Étoile, au 2e niveau, dans le bar Le Rendez-vous. Voilà. Voilà. Donc en fait, tous les détails sont sur la Gazette. C'est beaucoup plus simple. Allez lire l'article sur la page d'accueil de la Gazette du Sorcier. Tout à fait. Merci Bruno. On va s'arrêter là. Hein. Bon, et maintenant qu'on a fait, on a fait l'introduction la plus longue de l'histoire de la radio indépendante en transmission magique, on va peut-être couper et passer aux festivités. Les documentaires moldus. Bienvenue dans la rubrique des documentaires moldus. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'influence des films par rapport à notre vision des livres. C'est-à-dire, en fait, certains ont lu les livres avant, ils se sont fait une image des personnages, puis ensuite ils ont vu les films, donc ils ont été déçus. On va dire dans 90% des cas. Et sinon, il y a les autres qui ont découvert les films comme tout le monde, et puis là ils se sont dit « Waouh, ça serait bien que je me mette à lire les livres, ils doivent être top !» Alors comme on a un petit peu tous les cas, Daddy Gueule, vas-y. Alors, je vais la faire à la réunion Alcoolique Anonyme. Bonjour, je m'appelle Daddy Gueule et j'ai lu les livres.
Bonjour, à la sortie du 3. Miguel. C'est un parti pris, hein, ça peut être intéressant. Non, c'est bref. marrant. Non, oui, donc j'ai commencé avec 3. Bon, au début, j'étais assez réticent au film, d'ailleurs, de toute façon, d'ordre général, dans la mesure où, d'expérience, les films sont généralement effectivement moins bien vécus par ceux qui ont lu les livres. Les exemples sont nombreux. Et les contre-exemples assez rares. On peut citer Le Nom de la Rose, qui est absolument fantastique comme film, et Oui. assez illisible comme livre. Enfin, faut aimer Umberto Eco. Bref. Non, bon exemple, ouais. Après, dans le principe du film, il y avait aussi le problème qui est posé par la suite, dans la mesure où, pareil, sauf de très rares exemples, les suites sont généralement moins bonnes que l'initial. Encore que, il faut tempérer dans la mesure où à chaque fois c'est pas la suite du premier, mais c'est l'adaptation du deuxième livre. Est-ce que j'étais clair? Plus Oui, ou bien moins. sûr. Hein. Pour moi, oui. Bon, c'est parfait. Bon, on va dire oui, d'accord. Oui, mais quand les films, en fait, quand un scénario a été écrit dans la globalité et qu'ensuite on n'a qu'à découper en 3 films, là on a des suites qui sont pas vraiment des suites, en fait, qui sont que des épisodes 2 qui peuvent être à la hauteur du premier. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un écueil qui a été évité dans la mesure où la saga Harry Potter a une spécificité assez importante qui est de changer de réalisateur quasiment à chaque épisode. Je dis bien quasiment parce que il me semble que le dernier a été reconduit. Oui, et puis le 1 et le 2, Oui, c'était et le même premier le a premier été aussi. reconduit aussi. Le Oui, premier mais d'ailleurs le premier ça se voit très bien dans l'affaiblissement. Enfin, enfin, de toute façon, bref, le premier et le deuxième sont pas les films les mieux réalisés, enfin les meilleurs succès. Quoique Mais bon. Columbus est encore resté à la production exécutive. Mais Diggleston parlait de l'influence des films sur ta vision de Harry Oui, Potter. plutôt, oui. Bah, je suis en train d'expliquer que j'avais un a priori assez négatif. Donc je crois que c'est un préalable qui n'est pas forcément superflu. D'accord. Et donc, Bref. Et donc, Et donc, ouais, je me souviens. Non, je me souviens énormément d'avoir ronchonné dans la mesure où, par exemple, on regarde dans le film 1, dans le film 2, l'ordre des tables change dans la grande salle, un truc qui me révoltait totalement. Bon, j'étais un petit côté puriste à l'époque. Je me suis assagi entre temps. L'ordre des tables change également dans les livres. Oui, Alors, Désolé de mais l'apprendre. je vais te Ça poser une correspondait question, ça pas. va peut-être t'aider. Est-ce que quand tu lis les livres, maintenant tu vois Harry, Ron, Hermione comme Daniel Radcliffe, etc. Ou est-ce que tu vois d'autres personnages? C'est un peu ça la question du podcast. Là. mais si je te dis que je les vois pas, ça t'embête? tu te fais pas d'image visuelle. Tu les vois pas des dans ta personnages tête quand tu lis le livre. C'est dur, mais en même temps, non, je les vois pas. Non, c'est ça le pire, c'est que je les vois pas. C'est triste. T'as pas d'image dans ta tête? c'est terrible. Mais si, après, c'est vrai que quand je vois McGonagall, c'est Maggie Smith, c'est sûr. Uh-huh. Ah, donc voilà, ça t'a influencé. Ah oui, bien sûr. Mais de toute manière, ça influence, de même que la couverture nous a influencé. Je pense que je devais voir Harry comme il était dans la couverture du 4 de Gothic. D'accord. Voilà, je trouve que Harry est magnifique sur celle-là. J'aime pas trop le Harry aux cheveux bouclés du 1. Enfin, il a une espèce de touffe à la Jackson 5. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et donc voilà. Donc oui, j'ai été influencé, mais j'ai tout fait contre. Ok. J'ai influencé, mais j'ai lutté. Donc, d'accord. Donc, Bruno, à toi, vas-y, raconte-nous ta vie. Oui, donc Pruno, 22 ans. Moi, ça fait 2248 jours que je lis Harry Potter. J'ai donc... Bientôt marié à Ginny, non? Ouais, moi j'ai lu Harry Potter pour la première fois donc quelques mois avant que le film ne sorte. J'ai lu les 4 premiers tomes 3 fois de suite. Donc j'étais bien fan. C'était en fait ma première sortie Harry Potter, c'était la sortie du film 1 que j'avais été voir en avant-première et tout. C'était bien. Alors comme Diggle, je dirais pas que j'ai pas d'image dans la tête quand je lis, mais j'ai des images très floues. Et en fait, je pense que c'est sans doute dû aussi à l'écriture de J.K. Rowling. Jamais elle décrit vraiment un personnage, elle dit simplement 3 trucs. Donc par exemple Rogue, on sait qu'il a son nez comme ça, ses cheveux graisseux, et puis c'est à peu près tout. Et du coup C'est vrai souvent... qu'elle nous ennuie pas, c'est des livres pour enfants, elle nous ennuie pas avec des descriptions à rallonge. Voilà, Comme c'est dit très Balzac, très rapide. et- Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ça fait que moi j'ai certains aspects pour lesquels j'ai été vraiment influencé par le film, notamment Poudlard vu de dehors par exemple.
je pense que c'est même, je m'étais jamais vraiment posé la question à quoi ressemble Poudlard vu de dehors. Mais il y a d'autres choses, par exemple, pour prendre un exemple qui me tient à cœur, Ginny, je la vois pas du tout comme l'actrice dans les films. Elle a une tête très différente, qui ressemble même plutôt sans doute à l'actrice qui joue Lily dans les films en fait. Mais Je suis plus soi. donc je crois que pour les personnages, j'ai pas été beaucoup influencé par les films, mais d'une façon générale, les paysages, oui, sauf au ministère en fait. Voilà, ça on en parlera après. D'accord. Donc en fait, Ginny a le visage de la femme de ta vie et pas de Bonnie Wright. D'accord. J'ai pas dit ça. Vas-y, passe Donc à ensuite, ton tour. voilà. Donc bonjour Purple Marie. J'ai découvert Harry Potter en fait avec le premier film. Tout simplement parce que j'étais abonnée au Gaumont de Nantes à l'époque et donc j'allais voir tous les films qui sortaient. Et en fait, bon bah, ça arrêtait pas. Tout le monde en parlait à la télé, tout le monde en parlait partout. Puis je me dis bon, de toute manière, je ne paye pas, alors je vais aller le voir. Comme ça, au moins, je me ferai une idée. Alors j'y vais à reculons. Évidemment, je suis fan du premier film et je me mets à lire le livre dans la Fnac. Et pour citer aucune marque, bien sûr. Et donc bon, là évidemment, j'enchaîne tous les livres et tout. Et c'est vrai qu'en fait, contrairement à mes chers collègues, je suis complètement influencée par les films parce que pour moi, Rogue a évidemment le visage de Alan Rickman. Ouais. Maggie, bah oui. McGonagall, c'est Maggie Smith. Harry, c'est Daniel Radcliffe. C'est énorme. L'influence, du moins au début. Mais résultat, comme j'ai commencé par le premier film, même en avançant dans les livres, le 4, le 5, Harry, il avait toujours le visage de Daniel Radcliffe à 11 ans. En fait, il a mis très longtemps à grandir. Il a fallu au moins attendre le tome 6 pour qu'il grandisse et que je me rende compte qu'il n'avait plus 11 ans. Mais bon, dans les images justement mentales qu'on se fait en lisant le livre, quoi. Mais c'est vrai que Poudlard, direct, enfin moi, c'est une espèce de cathédrale comme ça à l'extérieur et tout. C'est évident. Et tout le temps, en fait, j'ai eu ces images, ça m'a énormément influencé. Mais bon, au bout d'un moment, on se fait quand même ses propres images parce que comme les films ne suivent pas les livres, et on le sait, alors bon, on va pas revenir là-dessus, mais dans ce cas-là, on se dit ah oui, mais non, c'est pas comme ça. Et là, ça commence à changer. Évidemment, avec les nouveaux lieux, le ministère, les nouveaux personnages, Slughorn, tout ça, bon, c'est évident qu'on n'a pas encore d'image. Peter Pettigrew, Sirius Black, tous ceux qui arrivent dans le 3, Rémus Lupin, tous ceux qui arrivent dans le 3, il est évident que là on se fait ses propres images parce que j'étais pas encore influencée. Mais le trio, ça sera toujours Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe, ça c'est évident. Mais je trouve que c'est pas extrêmement gênant parce que quand on plonge vraiment dans la lecture, on se détache des films. Mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le 1. D'accord. Moi, je suis pas une grande... je critique pas autant Chris Columbus que les autres parce que moi, il m'a permis de découvrir Harry Potter. Et contrairement à d'autres, il essayait d'être assez proche du livre, donc finalement, c'était pas mal quand même pour un premier film. Ouais. Voilà, c'était ça. Et donc ensuite là on passe dans plutôt ceux qui ont vu les films d'abord parce que ils étaient d'abord sortis et qui ont découvert les livres après. Donc pour enchaîner, Elena. Voilà, donc moi je fais partie du groupe de ceux qui ont vu le film avant. Donc en fait moi c'était à Noël 2005. Donc le livre 5 venait tout juste de sortir et puis donc on était à table pendant le repas de Noël et mon frère avait chopé une maladie, une gastro, enfin je sais pas quoi, donc on l'avait collé sur le fauteuil et regarde la télé pendant que nous on mange, on boit et tout. Et donc la télé était pas loin en fait, mais j'étais plus en train de fêter Noël et tout. Et c'était Noël et à ce moment-là donc il passait le film 1 à la télé. Donc mon frère regardait, nous on était à table, donc j'ai regardé par morceaux quoi. J'ai vu 2-3 morceaux puis je me suis dit tiens c'est pas mal quoi parce que je suis pas allée le voir au cinéma ni rien. Et donc après Noël quand même je me suis quand même décidée à m'intéresser à peu près à ce sujet parce que j'avais commencé à en entendre parler beaucoup autour de moi et j'ai lu par curiosité un peu quelques pages comme ça puis finalement j'ai acheté toute la série, les 4 tomes, je les ai avalés en une semaine et finalement et après j'ai regardé
donc le film 1 et 2 en DVD qui étaient déjà sortis, je les ai regardés en entier. Et c'est vrai que quand je lisais, j'avais surtout la vision du trio, quoi. Ron, Harry et Hermione, je les avais celle du film 1. Mais comme j'avais pas tout vu non plus, il y a pas mal de personnages aussi que j'avais, que je m'étais visionné moi-même, fait une certaine image selon les descriptions. Et c'est vrai que voilà quoi. Après, tous les personnages ne correspondaient pas tous, quoi, mais c'était surtout le trio, quoi. Par exemple... Oui, parce que ça, même en voyant quelques extraits, tu peux pas les rater, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnages qu'on voit moins dans le film 1. Là, c'était libre. Ouais, mais je sais pas, par exemple, moi, McGonagall, je la voyais peut-être plus jeune. Je sais pas, Rogue peut-être plus... je sais pas, je sais pas, moi, il m'a pas botté Rickman dans ce rôle-là, je sais pas. Il a fallu un moment avant que je m'adapte à le voir, quoi. Mais attention à ce que tu dis, hein, il est là. Je sais pas, j'aurais vu... Tu vas te mettre toutes les CFL miennes sur le dos. Non, à la limite, je voyais le personnage de Rogue dans les livres beaucoup plus odieux, quoi. Dans le film, je vois Rogue comme quelqu'un de trop... je sais pas, je le vois pas assez... Beau. Non, ouais. Non, pas qu'il soit... C'est vrai que dans le livre, il pourrait être encore plus horrible. Voilà, moi il me fait pas que... penser à quelqu'un d'horrible à première vue, quoi. Alors que là, c'est vraiment des cheveux cireux, quasiment le nez crochu et tout, quoi, le teint verdâtre. Un vieux sorcier, tu vois, et ça, qui est maladif, qui est amer et tout, alors que quand tu vois Rickman, t'es là, ouais, voilà, quoi. Ouais, c'est le charme d'Alan Rickman et tout ce qui dégage, l'aura énorme, la cape qui fait swish et tout. Donc voilà, bon, après il y a des personnages, je voyais absolument pas comme ça. Maugrey, je voyais absolument pas comme ça. Tonks encore moins. Il y a juste quelques personnages, oui, et quelques-uns, pas du tout. Ouais, ça c'est logique. Et donc, Aïlis, pour finir, tu as découvert en dernier. Ouais, moi j'ai découvert en 2004, fin 2004. Attends, le tome 6 est sorti en 2005. Ok, oui, donc 2004. Donc, à peu près 10 mois, entre 6 et 10 mois avant la sortie du tome 6. Donc, j'avais déjà vu les 3 premiers films. En fait, j'avais été traînée de force par ma maman qui était déjà une fanatique des livres et qui avait essayé de me les faire lire et j'avais toujours dit non, jamais tu me feras lire un truc de gamin. Et donc voilà, et puis en fait le film, donc je les ai trouvés sympas mais sans plus, et puis finalement un jour j'ai croisé les bouquins dans la bibliothèque et c'était après le 3e film parce que le 3e film c'est vraiment mon préféré, et en fait je me suis dit ouais pourquoi pas, il est pas si mal que ça ce film, peut-être que le livre vaut quelque chose, et donc je pense que ça doit être le 3e film qui m'a vraiment donné envie de les lire. Et donc voilà, bon, comme tout le monde, hein, j'ai ouvert les livres et je les ai plus jamais refermés. Et donc, par contre, les personnages, même si j'avais vu 3 films avant de lire les livres, en fait, il y en a quelques-uns seulement qui m'ont influencé vraiment. Par exemple, McGonagall, c'est clair que je vois Maggie Smith, quoi. Mais en fait, je pense que c'est surtout les acteurs que je trouve vraiment excellents dans leur rôle que je vois après comme dans le livre, quoi. Donc, oui, c'est vrai que Maggie Smith, tout le monde, enfin, il y en a très peu qui la critiquent quand même. C'est la bonne actrice dans Hook et elle est excellente, elle est excellente. Donc elle, je la vois vraiment comme Maggie Smith, enfin comme McGonagall. Rogue, plus ou moins aussi comme Alan Rickman. Lucius Malfoy aussi, je le vois pas mal comme. On a oublié Lucius Malfoy. Lui, il colle Neville, pas mal, c'est vrai. Neville aussi, je le vois vraiment Neville, quoi. C'est assez impressionnant. Lupin, ça dépend, c'est un petit mélange, mais je le vois un peu comme dans les films aussi. Alors évidemment, les décors, le château, c'est assez proche de ce qu'il y a dans le film 3, donc quelque chose d'assez sombre, mais enfin voilà. Et alors par contre, le trio, bizarrement, je les vois vraiment pas comme dans les films. Peut-être il y a un tout petit truc, peut-être Rupert Grint chez Ron, mais c'est pas très précis, quoi. Mais sinon, Harry et Hermione, je les vois pas du tout comme les acteurs. Ginny non plus, évidemment. Et alors un que j'ai jamais pu voir comme l'acteur, c'est Sirius, quoi, parce que bon, Gary Oldman, ça passe pas. Dumbledore non plus, et Voldemort non plus, et Tonks encore moins, quoi. Donc finalement, même en ayant vu les 3 premiers films avant, donc déjà je connaissais pas mal de personnages. Bon, évidemment, il en manquait quelques-uns, quoi, Voldemort, Tonks, mais les autres, je les vois pas vraiment comme dans les films, quoi. C'est vrai que c'est étonnant, en fait, que Sirius, que t'as découvert dans les films, tu l'imagines plus du tout comme ça. Non, vraiment pas, quoi. Quand je lis, je le vois. Mais il est censé être plus grand que Rogue, il est censé... Moi, je vois toujours la bataille dans la cuisine. Enfin, la bataille. Quand il s'engueule dans la cuisine dans le tome 5. Et j'adore cette scène, bref. Et donc,
elle était pas dans le film finalement, tant mieux, comme ça je l'ai vraiment dans la tête. Et je sais pas, Sirius il est décrit comme étant plus grand que Snape. Je sais pas, il était super beau et tout. Enfin, ça correspond pas quoi à Gary Oldman. Bon, c'est pas pour dire qu'il est pas beau, mais donc non. En fait, bizarrement, ça m'a pas tellement influencé que ça. Donc c'est pour ça que Moi, j'aime je bien pense les que films. c'est aussi que dès le livre 3, on décrit Sirius Black comme quelqu'un qui est justement de très beau et dans le film 3 par contre, il est tellement sale avec ses vêtements en lambeaux pendant tout le film que t'as jamais vraiment cette impression, il rayonne jamais. Non. Alors que voilà, donc peut-être que ça fait que les livres arrivent à contrecarrer cet aspect du film. Puis dans le 5, il est pas beau non plus quoi, donc finalement ils y arrivent jamais quoi. Il n'y arrive jamais. Non mais je veux dire, Oh non, il est classe. il ressemble pas à Sirius des livres quoi. Donc non, moi je suis pas tellement influencée que ça, mais C'est surtout que Sirius devrait être beaucoup moins vieux. Je suis désolée parce que normalement, il a été enfermé à quel Rogue âge? aussi, Il doit hein. avoir quoi? 22 ans? 22 ans? Ouais, Plus il approche 12, de la quarantaine plus normalement. 12, Ouais, il a 40 ans. À peine 40 ans. et attends, Mais il a Rogue encore aussi, il a 60. 60 ans, Alan Rickman, mais pourtant lui il me dérange pas, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est différent. C'est différent. C'est Laura à Alan En même Rickman. temps, Non, mais Sirius, enfin, il a passé 22 ans, mais à Azkaban, donc c'est des conditions assez effroyables qui lui ont buriné le... Ouais, Ouais. mais bon, il est quand même censé avoir des moments où il illumine quoi, je sais pas. Enfin, ça correspond pas à mon image des livres quoi. Donc voilà. Finalement, moi j'aime bien les films parce que, étant donné que ça influe pas tellement ma vision des livres, ça me dérange pas de les voir, de les revoir. Mais c'est vrai qu'avant d'aller voir le film 5, je me disais bon, faut que quand j'ai relu le tome 5, je me suis dit bon, comment tu la vois cette scène parce que après tu vas être complètement pollué. Et en fait non quoi, je l'ai depuis relu et ça me Mais pollue tu sais pas. qu'en fait, moi j'ai fait pareil. C'est après avoir vu, je sais pas, le 3 ou le 4, les films, et ben quand je me suis replongée dans les livres après, parce que oui, dès qu'il y a un livre qui sort, je les relis tous. Donc je me replonge dedans, et là je fais, non, attends, t'es en train de voir les images. Concrètement, qu'est-ce que t'es en train de lire et à quoi ça ressemble? Et c'est vrai que j'essayais de virer un petit peu ces images qui me polluaient pour me remettre vraiment donc comment je les imaginais. Pour virer ce Harry Potter de 11 ans et essayer de me faire ma vraie image de Harry qui a grandi, qui est plus vieux et tout. Et parce que c'est pas naturel chez moi. Il y en a qui se font pas d'image du tout. Hein. Il y en a, voilà. Ouais. Il faut réussir Ah, moi, à se détacher et tout ça. Complètement deux choses à part quoi, le film et puis les livres quoi. Le livre c'est un autre truc et je vois d'autres choses que dans les films en fait. C'est bizarre. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussit à apprécier les deux. Ouais, t'arrives Oui, à que- dissocier les deux, à garder une image de... Je sais que moi, quand je dessine à partir d'un extrait, donc d'un livre ou tout ça, j'essaye de dissocier des films, à faire... ouais, mais non, à garder l'image que j'ai gardée dans la lecture, pendant la lecture, et d'oublier tous les films, quoi. Et de vraiment... Et à la limite, je retourne dans les anciens livres et tout, pour rechercher les descriptions correctes et tout, et pour vraiment me faire à l'idée du personnage comme l'a décrit J.K. Rowling, et pas comme l'a fait tel ou tel réalisateur, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, on se refait de nos propres images. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça, en se détachant bien, en séparant de bien les deux, qu'on peut apprécier les livres. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent énormément les films. Oui, ça c'est nul, machin, ils jouent, d'accord, oui, c'est nul. C'est pas le Dumbledore que j'imaginais. Bah oui, c'est pas le Dumbledore qu'on imaginait. Et alors? Ouais, on les voit Et tous alors différents Eh ben, quoi. il est différent, c'est Mais, pas grave. Mais oui, Encore une petite chose, mais par exemple les personnages qu'on n'a pas encore vus, genre, enfin qu'on verra pas, hein, genre Modingus, Slughorn qu'on n'a pas encore vu, ils sont aussi précis dans ma tête que des personnages qu'on a vus dans les films, quoi. Donc je pense que c'est vraiment deux choses complètement à part, quoi, les films et les livres. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. voilà. Et c'est comme ça que... Bon, toi, évidemment, t'as moins de chance d'être déçu par les livres. Non, par les films, parce que t'as commencé par les films. Voilà. Donc c'est vrai que quand on commence par un film, on est rarement déçu du livre. Alors que l'inverse, c'est beaucoup plus Oui, c'est clair. fréquent. Voilà, c'est sûr. Mais c'est vrai je que... trouve ça quand même intéressant qu'il y avait déjà une communauté de fans assez importante au moment où le premier film est sorti, et la grande majorité des fans, même s'ils disent ouais j'aime pas tel aspect du film et tout, ils vont systématiquement voir les films, ils vont les revoir, ils les achètent en DVD, ils analysent les bonus, ils cherchent les scènes coupées, etc. Donc ces fans des livres sont quand même quelque part fans des films, même s'ils les critiquent. Mais oui, mais Et ça ça, c'est c'est parce quand qu'on même une peut réussite. jamais avoir assez de Harry Potter, quoi. Bah c'est pas le cas pour toutes les adaptations quand même. Non, mais c'est parce qu'après t'as un truc que tu retrouves dans les films et que recherchent absolument tous les fans de Harry Potter, donc nous y compris Les détails. à travers C'est tout les ce qu'on détails, fait, voilà. c'est l'univers.
c'est que complètement. l'avantage incomparable des films, c'est d'être visuellement plongé dans l'univers. Et je crois que l'univers d'Harry Potter est dans tous les films le grand personnage constant, plus ou moins développé suivant les réalisateurs et suivant leur volonté. Mais le grand gagnant. Ça va être le château. Pour certaines scènes, ça va être par exemple le chaudron baveur. Moi, chaudron baveur dans le 3, je l'ai trouvé fantastique. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à voir... Non, en fait, j'ai toujours ma vision du 1, du chaudron baveur du 1, forcément, parce que j'ai commencé par le film. Mais c'est vrai qu'en fait, le chaudron baveur du 3 est top parce qu'il y a tout cet univers avec la cuillère qui tourne toute seule, avec les chaises qui se remettent, avec tout ça. Et c'est vrai que on reste dans l'univers et c'est rarement ce côté-là que les fans critiquent. Ça va plus être les performances d'acteurs et bon certains et les coupures dans les livres, quoi, évidemment. Oui. Mais bon, ça, oui, bah ça c'est vrai que c'est obligé, quoi. Mais ça va être rarement donc ouais, un des personnages principaux en fait qui est l'univers, les décors, tout ça. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de, il y a des fois l'univers est comment dire, est approprié carrément par les réalisateurs. Donc Alice parlait du numéro 3. C'est vrai que personnellement, il y a une remarque qui m'a marqué. C'est Rowling qui disait à propos du numéro 3 que la petite tête dans le Magicobus, la tête de Givaro, c'est une idée qu'elle aurait aimé avoir. Et je trouve que cette scène-là est absolument représentative de ce pourquoi j'apprécie plus que tout autre le film 3, à savoir que il a été le film 3, c'est un film qui a été adapté, non pas transposé. Et les films 1 et 2, c'est pas du vulgaire papier collé, quoi. Voilà, c'est ça. J'aurais dit la même chose du 5, tu vois, moi. Oui, et le 5 aussi, je suis d'accord. Le 5 il rentre dans le 5 aussi. Mais dans le 5 aussi, mais plus au niveau du moi je trouve du scénario, du dialogue, quoi. Les petits bonus qu'on retrouve dans les comme dialogues ça, dans le 3 c'est plus visuel et dans le 5 c'est plus au niveau des dialogues et tout, quoi. Mais les dialogues c'est limite un copier-coller du livre quand même dans le 5 hein. Mais je trouve qu'il est il est comme le 3 pour moi, quoi, justement. Après, toujours pour parler de l'univers, il y a aussi pareil un moment où on voit que l'univers prend son essor et devient un caractère d'un point de vue principal. Je crois que c'est à partir du 3 où ils expliquent ça dans les bonus d'un DVD, je pense que c'est le 3 justement. Peut-être le 4. Bref, dans les premiers films, ils ont commencé par créer, ils étaient pressés par le temps quelque part, mais ils ont commencé par créer les univers, les pièces. Donc on a l'infirmerie, on a la grande salle, on a le dortoir, et que ce qui est fantastique, c'est dans le 3 ou le 4, je ne sais plus, ils ont donné une cohérence à l'ensemble. Et c'est là où on vient un truc qui m'a profondément marqué, c'est que lorsque j'ai testé le jeu vidéo, le dernier, donc le 5 sur Wii, alors on se balade dans le château. C'est un intérêt, c'est absolument extraordinaire, c'est qu'on se balade dans le château et on va partout. Et ce qui fait que maintenant, donc je connais à peu près le château comme ma poche, parce que en fait les développeurs de EA Games ont eu accès donc c'est ce qu'on expliquait dans un article, ils ont eu accès à la structure 3D créée par Warner Bros et ils ont eu accès aussi à la maquette modèle réduit qui a été faite. Voilà, donc là tout se relie, non? Voilà, c'est ça. Et quand Harry, dans le film 1 et 2, c'était tout un peu voilà, c'est ça, c'est par-ci par-là, et t'arrivais pas vraiment à te rendre compte au niveau des où est-ce que ça se trouve, quoi. Voilà, c'est ça, je vois. Et surtout je peux finir, merci. Je vois encore la bref, non, mais je me laisse emporter, hein, c'est pas grave. Je vois encore la scène où dans le 3, ça doit être le 3 donc, où ils vont voir Hagrid, ils descendent, ils arrivent, il y a cette espèce de petite fontaine, l'horloge qu'on voit, il passe, etc. Et je me dis encore, comme si j'avais la manette en main, vas-y, là tu tournes à droite et tu descends les escaliers. Et c'est terrible parce que c'est ce qui s'est passé. C'est fantastique. Ouais, t'as été influencé par le jeu vidéo là, pas par les films. Mais les deux ont la même source. Donc Ouais. c'est vraiment que l'immersion dans l'univers, donc qui est le caractère principal, on va dire c'est ma thèse. L'immersion dans l'univers est absolument sublimée, au sens premier du terme, par le jeu vidéo. Voilà, je vous rappelle que le sondage pour faut-il garder le 5ème chroniqueur est fermé. C'est trop tard. vous regrettez maintenant, hein, nous aussi. Hein. Sur ce, nous voilà. étions Mais sur inversement, l'influence des films sur votre vision des livres. Donc... Mais inversement, et pour terminer, et pour vous rassurer, cette fidélité c'est aussi un peu retourné contre les livres, dans la mesure où la classe où Maugrey Folleuil fait classe
eh bien on se rend compte très facilement, et moi ça m'a sauté aux yeux parce que justement à cause des jeux vidéo patati patata, la classe où Maugrey Folleuil fait classe, c'est pas beau ça, bref, fait cours, est exactement celle de divination. À savoir, c'est la salle qui est tout au bout d'une tour avec un énorme escalier et des petites statues sur les côtés. Et voilà, donc c'est vrai qu'on en arrive à un degré de précision qu'on arrive à déceler les erreurs de script comme ça. Non, attends. Moi, je trouve ça bizarre parce que la classe de Maugrey, on dirait que c'est la même que les classes de défense contre les forces du mal dans les oui, mais elle est mal située. Films. Par contre, ouais, elle est mal située, ça je suis d'accord, parce qu'ensuite ils descendent l'escalier en colimaçon comme ils descendaient dans le 3 quand ils partaient pour aller voir C'est ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, je m'excuse. Mais oui, pour moi c'était 2 tours différentes en fait. Mais en même temps c'est tellement similaire. Mais souviens-toi, enfin je sais pas combien de temps t'as passé dans Poudlard, mais des tours comme ça avec un énorme escalier et une statue tout... Enfin tu sais, c'est celle où il y a la statue en bas. Oui, il y en a 2. Pas sûr. Je suis persuadé qu'il y en a 2 parce que on visite les 2. Bah de toute façon, bref, la revenons au sujet. Cette classe-là est pas censée être dans une tour. Non, parce que dans le jeu, de toute façon, tu sais, elle était derrière le pont, la classe de défense contre les forces du mal. Je propose qu'on revienne au thème de la discussion, oui. qui est donc comment ça a influencé ta vision des livres. On aura fait beaucoup de hors-sujets quand même. Mais c'est intéressant. Oui. Surtout Digal. Alors, par exemple, le Quidditch, vous le voyez comme ça à la base ? Mais oui, moi je le vois comme ça à la base. J'avais vu la scène aussi dans le film avant. Ouais. Bah oui. Parce que ça, pour moi, le Quidditch, ça a rien à voir. Ouais, moi, finalement, le Quidditch, c'est un des trucs qui m'a influencé parce que j'ai jamais vraiment imaginé autrement. Je me suis pas posé la question, donc je le vois comme dans les films. Moi aussi. Voilà. Et franchement, faut dire que le Quidditch, il est vachement bien fait dans les films, surtout dans le premier. Il nous explique bien et tout. Je veux dire, on a un cours par Olivier Dubois qui nous explique fantastiquement et son col roulé. Avec son col roulé là. Alors bon, quand même, non, le Quidditch là, je pense qu'il influence peut-être pour ceux qui ont vu le film d'abord, mais il influence dans le positif. Oui. Moi peut-être à part juste le petit détail des grandes tours là, parce que c'est des tours qui leur servent de gradins et tout. Enfin, ils se retrouvent dans les tours. C'est vrai que c'est pas expliqué dans le livre, mais quand je lis maintenant un truc de Quidditch, je sais pas pourquoi, je vois les tours autour, et même quand je dessine, je fais les tours. Alors que je fais des gradins autour et des tours aussi. Enfin, je rajoute, j'enjolive le tout, mais c'est vrai qu'il y a des tours maintenant dans mes gradins. Il y a pourtant une remarque absolument. Excuse-moi. Non, c'est bon. Il y a pourtant une remarque absolument terrible, et en même temps, c'est une des qualités qu'on va trouver, disons, d'adaptation du film 1, à savoir que dans le Quidditch à travers les âges, donc il est pourtant écrit que la balle, le soifle, ne doit pas dépasser la verticale de la ligne du terrain, donc qui est un ovale comme un ballon de rugby. C'est la Coupe du Monde de rugby des Moldus. Voilà, c'est petite transition. Et donc c'est vrai que d'une part, ces acrobaties je passe derrière, je passe devant, je monte, je tire, attention tu vas te prendre un cognard dans la figure, ça aurait rendu bien moins, l'impression visuelle aurait été bien moins forte si ça avait été dans l'air, dans le vide, que à slalomer entre des tours, même si stricto sensu c'est pas légal. Ils ont pas le droit. Ouais, mais bon, ça on va dire que c'est encore une erreur de script, quoi. Je veux dire, moi je trouve que visuellement le Quidditch c'est très impressionnant, c'est très beau à voir, mais ça correspond là. Chaque détail correspond pas du tout à l'image que je me faisais, que ce soit les balles, que ce soit la disposition du terrain, que ce soit comment les joueurs évoluent, que ce soit comment les poteaux sont, etc. Rien n'a rien à voir. Donc mais je tu trouve ça joli, toujours, mais après. Tu le vois comment ça, pour le coup, les 3 poteaux. Et ça, je continue à le voir comme avant. Je continue à les voir voler beaucoup plus bas. À les voir. En fait, mon truc à moi, c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'il y a dans le film. Alors qu'à l'inverse, pour moi, c'est pas des sportifs de haut niveau. Je suis d'accord avec Pruno. En fait. Sauf que moi, j'ai adopté la technique, l'impression du film. Parce que je trouvais ça rendait mieux. C'est plus spectaculaire. Ouais, ça rendait mieux. Donc voilà. Ouais, en lisant, tu t'en prends les plein films, ils ont fait les choses en plus. Ouais, moi ça je continue, enfin j'ai toujours fait comme dans les films. Alors qu'effectivement je pense que Pruno, effectivement tu voyais aussi les 3 anneaux mais sur un même niveau et non pas décalés comme ils sont. Oui, des gradins plus standards type gradins normaux de foot ou de basket. Et puis même, je les voyais pas tous zigzaguer dans ces sens-là, avec la balle que t'arrives même pas à suivre, avec ces cognards qui ont l'air tellement violents et méchants. Oh, ça si. Voilà. Oui, mais ça c'est le cinéma qui rend ça. Ah bah oui, bien sûr, mais mais c'est ça qu'on parle justement, c'est la différence entre le cinéma et les livres, non? Ouais, mais dans ta tête, ça va pas aussi vite en fait.
Et c'est ça, enfin voilà, c'est tout, mais ils se sont permis parce qu'ils avaient les moyens de voir les choses en plus. Il y a un truc qu'ils auraient pu garder en revanche, c'est, il est bien spécifié toujours donc, dans le Quidditch travers les âges, donc si vous n'avez pas lu le Quidditch travers les âges, procurez-les-vous. C'est extrêmement intéressant, c'est que normalement le Swafle est ensorcelé pour tomber dans l'air comme un corps tomberait dans l'eau. C'est-à-dire au ralenti, ouais. Au ralenti, ça aurait pu être rigolo ça, le côté de tiens vas-y je la lâche et ça tombe tout doucement et c'en a un autre qui récupère en dessous, ça aurait pu faire des scènes assez rigolotes. Parce que là ça a l'air de là tomber ça tombe plus comme ça tombe normalement. Oui, comme un avec soif la gravité normale. Donc on est tous très influencés par les films en fait. non, Hailey c'est moins influencé que nous quelque part, mais pas en ce qui concerne le Quidditch, non, je suis complètement influencée, ouais. non, pas encore. Bah, donc Pas le dans Quidditch, tout, pas dans tout. Pas dans tout. Ouais, En on fait, a ça tous été dépend. influencés par des choses très différentes, c'est ça qui est marrant en fait. Ouais, finalement, c'est pas mal. Voilà. Donc c'était notre influence des films par rapport à la vision des livres qu'on avait. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Deathly News spécial Deathly Hallows. Nous avons enfin établi la liste des morts au cours de la bataille des Deathly Hallows. Parmi eux, nous pouvons compter Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Londubat, Luna Lovegood, Ginny Weasley et tous les autres Weasley, tous les membres de l'Ordre du Phénix, tout le professorat de Poudlard ainsi que tous les élèves et tous les fantômes, tous les honnêtes travailleurs du ministère, de Sainte-Mangouste, du chemin de traverse, de Préolard et d'autres lieux magiques. Sans oublier Lord Voldemort et tous ses mange-morts. En bref, une hécatombe. Recensement. Après un décompte post-boucherie de la fameuse bataille des Deathly Hallows, nous avons dénombré tout juste 10 survivants parmi les sorciers, sachant que 9 d'entre eux étaient en vacances en Antarctique à compter les phoques lors des faits. Nous les avons donc interrogés, mais aucun d'entre eux n'est capable de nous dire pourquoi cette bataille s'appelle la bataille des Deathly Hallows. Pub. L'Angleterre, une terre à vendre. Vous êtes un mage noir ou un malveillant potentat? Installez-vous en Angleterre. Commencez votre nouveau règne sur un pays déjà ravagé. Les gens ne verront pas la différence. L'Angleterre, une nouvelle terre, une nouvelle ère. Annonce. Le petit Nigel a perdu les clés de sa maison au cours de la bataille des Deathly Hallows. Si vous les retrouvez, priez de les ramener au plus vite au poste de contrôle du ministère. Merci. Eratom. Le ministère n'est plus. Il a complètement été rasé après le terrible duel Narcissa Malfoy-Lavande Brown. À l'origine de ce duel, une discorde sur une lotion capillaire. Vous êtes donc prié de ramener les clés du petit Nigel à l'accueil de Sainte-Mangouste. Merci. Eratom bis. Sainte-Mangouste n'est plus non plus. Le bâtiment a été effacé de la carte après le passage d'un troupeau de lutins de Cornouailles qui en voulaient à un certain patient de l'hôpital. À cette occasion, ils en ont profité pour tout détruire. Vous êtes donc priés de ramener les clés du petit Nigel au premier édifice encore debout que vous trouverez. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, Harry va mourir. À moins que ce soit déjà fait. La faculté de magicologie. Comme nous avons lu le tome 7 et que nous faisons un épisode sans révélation, la rubrique théorie est remplacée par une rubrique magicologie. Et nous allons donc discuter des moyens de communication chez les sorciers, en commençant par ce moyen qu'ils utilisent quasiment quotidiennement, c'est donc la poste par hibou. Alors, merci pour le jingle. Merci Elena. Ce qui est assez rigolo, c'est quand on voit à Préolard que il y a certaines caractéristiques de la poste moldue qui ont été reprises par la poste sorcière. Moi, quelque chose qui m'a fait énormément rigoler quand j'ai lu
le passage dans le livre, c'est de voir qu'il y avait des hiboux express et des hiboux tariflants, qu'il y avait des hiboux pour les étrangers, enfin c'est pour l'envoi à l'étranger. Oui, puis il y avait les hiboux toujours prêts aussi, les scouts hiboux. Moi j'étais morte de rire pour les scouts hiboux quand même. Et t'as l'impression qu'on peut presque faire de la philatélie et genre collectionner, si ce n'est les oiseaux, au moins les plumes des oiseaux qui viennent te déposer ton courrier ou quelque chose comme ça. Je sais pas, tu fais comme la famille Black, tu les empailles, tu mets la tête. Ou t'installes une volière chez toi. Parce que les pays étrangers envoient des oiseaux exotiques comme Sirius quand il écrit à Harry depuis... on sait pas très bien nous en fait. Pays du Sud. Mais moi ce que j'ai du mal à comprendre, enfin ça doit être super long quand même. Je veux dire, bon c'est des animaux magiques, ok, mais quand même quoi, ça va pas aussi vite qu'un Boeing... qu'un cargo quoi. Ouais, mais disons que la majorité ça doit être le courrier à courte distance. Quand il écrit à Sirius, ça prend beaucoup de temps et les oiseaux arrivent quand Edwige elle arrive, elle est crevée. Ouais. Et t'as déjà reçu une lettre du Zimbabwe ou de Nouvelle-Zélande? Madagascar. Parce que ça arrive pas du jour au lendemain. J'ai reçu une lettre de Nouvelle-Zélande, mais bon ça a pris longtemps, mais à mon avis voilà, moins longtemps. Là c'est pareil. Ouais. Ils sont dopés leur hibou. Je pensais exactement à ça en plus. Pour rebondir, j'ai une interrogation là qui vient de jaillir dans mon esprit, c'est à savoir, est-ce que les réseaux de cheminées, est-ce que la difficulté de se connecter à un réseau de cheminées augmente en fonction de la distance qui sépare les deux cheminées? C'est quelque chose qui est intéressant, je trouve, comme question. Ou est-ce que ça augmente en fonction du nombre de personnes connectées en même temps? Oui, et est-ce que les réseaux sont est-ce que les questions sont Ils sont combien en débit? Mais ils peuvent en fait downloader à combien? C'est important. Il y a aussi la question de savoir, est-ce qu'on peut se parler par non pas par poudre de cheminette, mais est-ce qu'on peut se parler à les flammes, là, non? Oui, c'est ça, oui. Et à l'international, c'est intéressant. Puis on sait que le réseau est contrôlé par le ministère de la Magie, donc est-ce qu'il y a des passerelles ou pas? Voilà. Ah, comme le téléphone rouge à la Maison Blanche. Tu vois, entre ministères et tout. Oui, enfin comme n'importe quel appel international en fait. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une cheminée rouge. Ça serait drôle ça. Non, ils ont un tableau. Mais non, mais en fait, Sirius quand il est à l'étranger, ils servent pas de la poudre de cheminette. En même temps, Harry, non, en fait, on ne connaît pas la réponse réponse à cette question, mais c'est intéressant. Il est chez les Dursley, donc si les Dursley voient la tête de Sirius apparaître dans la cheminée, en plus elle est condamnée. Mais à mon avis, oui. Parce que on sait que le ministère contrôle également le transplanage. Et on sait que c'est possible de transplaner à l'étranger. Oui, mais la difficulté augmente là par contre avec la distance. La difficulté augmente, je suis d'accord. Et je pense que ça va être le cas également, ne serait-ce que pour trouver la bonne cheminée. On a vu avec Harry la première fois qu'il essaye que c'est pas évident de trouver la bonne cheminée. Bah oui, ce qui se plante. Donc ça devient plus difficile. Non, moi je pense que si tu dis bien l'endroit où tu vas aller, ça devrait marcher. C'est comme Internet, une faute de frappe et tu te retrouves à perpète. Hein. Bah ouais. Non, mais je pense que sinon, si t'as la bonne adresse, ça devrait fonctionner. Sinon, pour parler des tableaux aussi, alors c'est pratique, ça, c'est rapide et tout, mais en même temps, faut faire confiance aussi aux tableaux, quoi, parce que si Dumbledore il veut envoyer un message à je sais pas qui et il utilise le tableau d'un des anciens directeurs de Poudlard, enfin je sais pas, hein, le message il peut être à moitié mangé. Oui, c'est vrai, il y a toujours le problème de l'allégeance du tableau. Ouais, le Phineas Nigellus, moi je m'en méfierais quand même. Hein. Mais alors, déjà, je sais pas si c'est le cas de tous les tableaux ou si c'est propre aux tableaux qui sont dans le bureau du directeur de Poudlard. Bah, je pense que, étant donné qu'il y a que les grands sorciers qui ont des tableaux à différents endroits, ça doit être surtout les directeurs, quoi. Il doit pas y avoir beaucoup plus que oui, mais regarde, par exemple, le tableau qu'il y a dans le bureau du ministre, Moldu, je parle. Là, c'est un mec. Bon, alors ça a l'air plutôt d'être un majordome ou quelque chose comme ça, genre machin. Le ministre de la magie va vous parler et tout. Là, faut qu'il ait prêté allégeance, en l'occurrence, qu'il pourrait raconter n'importe quoi au ministre de la magie. C'est rigolo parce que je regardais Love Actually il y a pas très longtemps et j'ai mon coloc qui me faisait justement remarquer que cette scène, la scène où on voit merde, comment il s'appelle, Hugh Grant au 10 Downing Street dans son bureau, à chaque fois il cherchait des yeux le petit sorcier très bouffé. Caché dans le tableau de Margaret Thatcher ou un truc comme ça. Qui sait ça se trouve c'était Margaret Thatcher dont il parle. Pardon. Mais moi je voudrais revenir sur la poste par hibou, parce qu'il y a autre chose qui est intéressant, c'est que les hiboux non seulement
il livre le courrier, mais après, il cherche également le paiement. On voit dans le tome 1 que, genre, ils font mal à Hagrid ou à Harry jusqu'à ce qu'ils se fassent payer alors 5 noises pour le journal. C'est pour ça que moi je me disais, si tu veux leur prendre des plumes à chaque fois, moi je me méfierais parce que ça a l'air d'être mauvais un hibou. Ouais, mais attendez, un hibou ça s'est compté ? Enfin, je veux dire, tu peux lui donner une noix. Est-ce qu'il rend la monnaie ? Oh, j'ai qu'un galion, est-ce que vous rendez la monnaie ? Non, mais c'est vrai, c'est... Puis bon, on a vu au ministère qu'ils ont changé de méthode à cause des fientes, pas de pigeons. Ah oui, donc il y a les petites notes du ministère. Et voilà, ils ont les petites notes. Pourquoi ils font pas ça, les petites notes ? Peut-être parce qu'il y a un problème de t'imagines, vent. tu balances que dans un endroit. Ouais, parce que si tu balances ça en plein pays, enfin en plein pays avec la météo et tout, et que t'as Avec écrit le à vent l'encre, et tout, bah soit Ouais, avec mais le bon, vent, c'est soit magique en il même temps. dérive et il repart à l'autre bout du monde, soit ouais, tu te retrouves avec un papier complètement foutu à la fin, quoi. Non ? Moi, je sais pas, c'est des trucs magiques, hein. À mon avis, ils sont capables de faire. Oui, mais imagine une grosse bourrasque Ouais, de pas vent. forcément de lutter contre des tornades et de... En même S'il temps, y a le un hibou dans la éclair et tornade, qu'il est il fait pas... carbonisé, un hibou, tu Et le en remplaces, plus, mais si un c'est vrai. moldu... Si un moldu voit un hibou, à la limite ça passe. Si un moldu voit un avion en papier qui vole tout seul Ça pendant passe. 25 km, Ah ouais, il va non. commencer à se poser des questions. Sauf C'est s'ils vrai. volent très haut. Dans les nuages, Alors, alors être complètement trempé en arrivant. On a la note de Il y a papier la qui pluie, en vole plus, ouais. à Mach 2 dans la stratosphère. Non, c'est pas mal. Non, mais ceci dit, je pense que ça marche que dans les endroits clos. Elles sont ensorcelées pour un endroit fermé, le ministère, Sainte-Mangouste. Tiens, Ouais, d'ailleurs, on non, sait mais pas ça- comment ils communiquent Sainte-Mangouste. C'est évident qu'ils communiquent aussi. Mhm. On sait pas trop comment. Puis il y a la marque des ténèbres aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est possible également d'inventer des nouveaux moyens de communication. Donc que ce soit la marque des ténèbres chez les mange-morts, Le galion. les faux galions Les que faux Hermione galions. fait pour l'armée de Dumbledore, Ou ou les encore les Patronus. Patronus inventés pour l'ordre du Phénix. Donc chaque organisation a sa propre méthode de communication qui lui est propre et qui a été inventée par, disons, la personne la plus intelligente de l'organisation. Comment Donc, ça Dumbledore, les Voldemort ou Hermione. Patronus pour l'ordre du Phénix ? Pardon ? Pardon ? Non, je m'interroge sur ton interprétation du Patronus en fait. Ah, ça a été confirmé par J.K. Ouais. Rowling que les membres de l'ordre utilisent les Patronus pour communiquer entre eux. Oui, mais c'est le caractère exclusif de l'utilisation par le groupe qui m'interpelle, comme on dit. Ah, est-ce qu'il y a que Bah, ça a été eux inventé par Dumbledore pour l'ordre, en tout cas. Ok. Si, ouais, il me semble que ça a été dit, ça. C'est J.K. Rowling a dit que ça avait été inventé pour l'ordre. Bon, bah d'accord, j'ai pas lu la bonne D'accord. interview. Sur son site, en fait. Voilà, relis son site Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme En moyen entier, de communication ce encore soir. Bah, il y a quand même le miroir à Double sens. Enfin, le miroir de Sirius que Sirius donne à Harry. Ouais, mais ça c'est c'est unique a priori quoi. Oui, c'est Ouais. qu'entre deux personnes, c'est pas un moyen de communication générale, quoi. Bah, après, il y a des. Enfin, comme. Je sais pas si on peut appeler ça de la communication, mais il y a les journaux quand même. Par exemple, la Gazette RTM. du sorcier. Les journaux, et tu me dis la La RTM. Gazette, Oui, enfin, la radio, quoi. le chicaneur. Je préfère. Le chicaneur. Voilà. Mais ils ont pas l'air d'avoir des tonnes de journaux, quoi. Parce que franchement, entre le chicaneur, qui a priori publie que des choses assez extravagantes, et la Gazette, qui a priori est un petit peu... Il y a le sorcier du soir. Vendu. Et le sorcier du dimanche. sorcier Ouais, du le sorcier du dimanche. Ah bon Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, mais c'est toujours la Gazette, non? Ah non. Il y a. Alors, Transfiguration Today, je sais pas ce que ça donne en français. Transfiguration, Ah je sais oui, pas trop oui, quoi oui. là. Ah Voilà, oui, c'est il y a des magazines, en choisir fait. son balai là. Oui. Sorcière Pour hebdo. les balais. Il y a les sorcières hebdo, il y a tous les livres cités, les stations dans les livres dérivés. Les animaux fantastiques. Ouais. Ah, j'en ai un sous la main. Non, mais d'un autre côté, ils ont moins d'hebdomadaires ou de quotidiens. C'est aussi parce qu'ils sont moins nombreux. En même Bon, temps, bah, ouais. Mais bon, Finalement, ça fait... forcément. Ouais, mais il y a quand même moins de variété, quoi, je veux dire. Ouais, j'ai Ballet Magazine Ouais. aussi. Pas les magazines. Ouais, voilà, c'est ça. Ballet Magazine. C'est Ah oui, balai c'est, magazine, pas choisir oui, son tu balai. peux- Après, on a les maisons d'édition, donc Wizard Books, donc pour le Obscurus. et Obscurus pour les animaux fantastiques, ouais. Ah oui. J'adore ce livre d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle en fasse d'autres parce que Ouais. Et voilà. Et enfin, alors que moi une communication que me signale l'encyclopédie Harry Potter, c'est, je sais pas vraiment si vous voulez le compter, mais il y a le fait que il y a
de la communication automatique quelque part. Donc d'une part, quand un enfant sorcier est né à Poudlard, quelque part ça communique de façon à ce à les prévenir et que 11 ans plus tard, on lui envoie la lettre d'acceptation à Poudlard. Bah alors là, et d'autre part, le ministère a une façon ou une autre de détecter la magie chez les jeunes, ce qui est quelque part de la communication aussi. Alors en fait, ils ont un traceur qu'ils injectent dans le cou. Ah non, je confonds, ça c'est Heroes. Ils font des tests ADN. Non, mais tout ça, c'est une histoire. Mais c'est une histoire de midi-chloriens, bien sûr. Non. Ah non, pas les midi-chloriens. Non, pas taper. C'est le dernier film en VF que j'ai jamais vu, celui-là d'ailleurs. Tellement c'était mal doublé. Bref. En revanche, en ce qui concerne Poudlard, J.K. Rowling a déjà répondu en disant que il y avait un registre où s'inscrivaient automatiquement les noms des enfants à leur naissance. Ouais, mais c'est une forme de communication, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais alors, bon, désolé de... Je suis pas d'accord. Petit... Enfin, excuse-moi, tu veux peut-être continuer, Purple ? Non, c'était juste un petit aparté. En fait, c'est par exemple, l'oncle de Neville s'est beaucoup interrogé, disant est-ce que son fils avait des pouvoirs, enfin, était un sorcier ou pas. Et en fait, s'il était inscrit à sa naissance, eh ben, il aurait pu demander carrément au registre de Poudlard. Il aurait fait une demande. Bah, ça aurait pu être... Ça se trouve, c'est secret. Mais je sais pas s'ils savent, c'est-à-dire qu'ils ont, à mon avis, déjà, s'il y a un enfant né de parents sorciers, il y a des bonnes chances pour qu'il soit sorcier, donc il est inscrit automatiquement. Après que ce soit après qu'il soit. Et je pense que c'est magique tout ça. Purple, je pense que concernant à savoir, j'imaginerais très bien Rowling en disant oui, c'est écrit dans le livre, mais on peut tourner la nouvelle page tous les ans, genre de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ensuite, pas tout le temps, je suis pas d'accord sur Pruno qui dit que c'est de la communication magique, dans la mesure où t'as pas un échange. T'as pas un échange, c'est juste une réaction automatisée ou une réaction à distance, mais c'est pas un échange. Enfin, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est pas génial la communication chez les sorciers, parce que donc certes la poste par hibou c'est la classe, mais le téléphone ils savent pas s'en servir, et à la place qu'est-ce qu'ils ont, un truc où on se parle par le feu, mais d'une part c'est pas confortable, et d'autre part il faut avoir une cheminée dans toutes les pièces en ce cas. Et enfin c'est pas du tout privé, donc si tu veux parler à une seule personne mais qu'elle est dans la même pièce que quelqu'un d'autre, elle a pas de téléphone portable ni rien quoi. Donc ça fait que les gens sont obligés d'inventer des méthodes de communication bizarroïdes, genre les galions d'Hermione. Oui, et puis tu peux pas communiquer grand chose là-dessus quoi. Voilà, au final, je trouve ça pas super pratique. En même temps, nos parents, etc., ont vécu très longtemps sans avoir de portable, ils sont pas morts non plus. Hein. Enfin, c'est vrai. Mais ils avaient un téléphone déjà. Oui, mais ça fait un peu société arriérée, quoi. Ça fait société du 19e. Où il n'y a pas des téléphones partout, c'est pas confortable parce que c'est dans l'entrée. Bon, à côté de ça, ils peuvent transplaner, ce qui est quand même pas mal. Il y a un petit côté arriéré. Il y a un petit côté arriéré, de toute façon, dans Harry Potter qui donne un charme suranné à l'ensemble de l'univers. C'est le moyenâgeux de l'histoire, bah oui, bien sûr. Mais à côté de ça, ils ont pas dans les mêmes moyens, mais ils ont les mêmes problèmes d'écoute par un gouvernement. C'est la petite théorie du complot. Programme échelon. Voilà quoi. Nous, enfin, dans le monde moldu, la question se pose, et en fait, dans le monde sorcier aussi, quoi. Ça, c'est bien transposé, par contre. Voilà. Big Brother is watching you. Yes. Étymologie. Bienvenue dans la rubrique étymologie. Nous approchons de la fin de la série sur les professeurs de Poudlard, mais il en reste un de taille, Rubeus Hagrid, garde-chasse et également professeur de soins aux créatures magiques à partir du tome 3. Excusez-moi, mais... Qui êtes-vous ? Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr. Désolé, non. Non ? Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ? L'origine de son nom de famille, Hagrid, a été expliquée par J.K. Rowling dans une interview. Il vient de l'ancien anglais Hagridden, qui signifie passer une mauvaise nuit pleine de cauchemars, en particulier après avoir trop bu. Ce qui nous rappelle par exemple qu'au début du tome 1, Malfoy ne sait qu'une seule chose sur Hagrid, c'est un ivrogne. Son prénom Rubeus est un mot latin signifiant rougeâtre, ce qui pourrait rappeler les joues rouges de quelqu'un qui a trop bu, ou sa tendance à rougir dans des situations embarrassantes. Mais il y a autre chose. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la géomancie. C'est une technique de divination dans laquelle on jette des cailloux sur le sol et on observe les formes obtenues pour prédire l'avenir. La géomancie pratiquée dans l'Europe médiévale
comportait 16 figures, ou configurations des cailloux. Chaque figure porte un nom. Il y a entre autres Albus, Rubeus, Fortuna Major et Caput Draconis. Ce qui fait donc 2 prénoms de personnages, Albus Dumbledore et Rubeus Hagrid, et 2 mots de passe de la salle des Gryffondor, Fortuna Major dans le tome 3 et Caput Draconis dans le tome 1. Ça fait trop de ressemblances pour que ça soit une coïncidence. Moi je suis convaincu que J.K. Rowling a fait exprès et a été chercher des étymologies dans la géomancie. Alors, Caput Draconis, c'est une tête de dragon, une figure neutre qui renforce les autres figures présentes dans ce qu'on est en train de prédire. Fortuna Major, c'est le pouvoir et la réussite. Albus, c'est la paix, la sagesse, la pureté, une figure positive donc, et qui correspond au personnage de Dumbledore qu'on a déjà évoqué il y a quelques épisodes. Rubeus, enfin, ce qui est donc la figure qui nous intéresse ici, c'est la figure opposée à Albus. Donc, Albus, c'est une figure qui ressemble à une coupe. C'est 7 cailloux qui font donc à peu près une coupe. Rubeus, par contre, c'est une coupe à l'envers. C'est donc une figure qui est exactement le contraire d'Albus, une figure de passion, de violence, de désir charnel, d'accoutumance, par exemple à l'alcool. Elle est rattachée à la planète Mars, donc la planète de la guerre, qui est évidemment la planète rouge aussi. Cette figure de feu est ordinairement un mauvais présage, mais elle peut se révéler positive lorsqu'on a besoin de force. Alors, le nom de Rubeus Hagrid, c'est étonnant en fait, parce que J.K. Rowling a déclaré que c'était un de ses personnages préférés, et elle lui a pourtant donné un nom négatif. En fait, son nom représente non pas ce qu'il est vraiment, mais comment les gens le voient, comme un géant violent et ivrogne. Ce soir la neige tombe, mon cœur s'emplit de froid, la garde sur les épaules, le vent dans les cheveux. Depuis si longtemps, j'attendais ton retour, le souvenir brûlant de cette lettre oubliée. Tes sentiments couchés sur ce parchemin me rappellent comme tu étais loin. Passé une passion magique, pourquoi s'éloigner, nos âmes sont liées. Passé une passion magique, pourquoi s'éloigner. Quand nous étions enfants, dans cette cheminée, le feu brûlait dans l'âtre et au fond de nos cœurs. Tu m'avais dit ces mots qui résonnent dans ma tête, aujourd'hui et jamais, je ne les oublierai. Un sort nous a liés, même si tu es loin, je sentirai toujours ta présence. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner, nos âmes sont liées. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner, nos âmes sont liées. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner, nos âmes sont liées. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner. Passer une passion magique, pourquoi s'éloigner, nos âmes sont liées. Passer une passion magique,
on arrive à la fin de cet épisode 15 de la radio indépendante de la transmission magique. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des courriers électroniques à ritm@gazette-du-sorcier.com, que vous pouvez nous laisser des messages sur Skype au pseudo gazette-du-sorcier, que vous pouvez nous communiquer sur notre forum qui est tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier, que vous pouvez nous envoyer des hiboux au 97 chemin de traverse, et que à l'heure actuelle notre cheminée a besoin d'être ramonée et que du coup on peut pas passer par la poutre de cheminette. On serait vraiment ravis de recevoir des hiboux, ça serait top. Et des messages. Oui, ça nous ferait très plaisir. Mais on vous les renverra rapidement avant qu'il y ait trop de fientes chez nous, parce qu'apparemment c'est un problème si j'en crois le ministère. Voilà. On prend aussi les messages haineux, donc vous pouvez nous envoyer des beuglantes. Faut pas hésiter. Comme d'habitude. Je prends les beuglantes, tous les messages. Ah oui, on a oublié de parler des beuglantes, c'est dommage. Bon, bah tant pis. Ouais, mais c'est une lettre, finalement. Ouais, ça reste du coup. Oui, les lettres, ça permet de communiquer. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.